président tunisien, il a dit qu'il y avait trop d'immigration en Tunisie et qu'il y avait trop de gens d'Afrique subsaharienne qui venaient en Tunisie. C'est vrai. Et donc qu'il fallait arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Écoutez, voilà enfin un président qui aime son peuple, qui aime son pays et qui veut le préserver d'un fléau que nous subissons. La Tunisie devient grave. Ils sont en train de faire la marche contre les Noirs. Pour les blocs. Je ne sais pas si vous voyez bien les flammes. Mon immeuble, la devanture est actuellement en feu. We need help. We really need help from all over the world. Oui, ils m'ont séquestré. Ils sont passés sur moi à tour de rôle. Au poste de police, le policier m'a vu. J'ai dit que monsieur, j'ai été agressé. Il vient de me faire agresser. Il dit par qui? Il dit par 4 Tunisiens. Il dit toi, Tunisien, agressé toi. Toi, venir porter plainte Tunisien. Mchi ton pays, barre Mchi. Que vous mettiez toute, excusez-moi pour le terme, vraiment, mais toute la merde qui se passe en ce moment en Tunisie sur 0,2% des habitants de ce pays-là. Je ne comprends pas. Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les copains, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet sérieux. Vous allez sûrement être surpris parce que je ne vous ai pas habitué sur mon YouTube à ce genre de sujet. Si vous me suivez sur Instagram, c'est important de me suivre sur Instagram, je le répète à chaque fois. Mais vous êtes déjà au courant que en général, j'ai pas ma langue dans ma poche. Ce qui concerne la communauté noire, je me sens concernée et en général, je dis quelque chose par rapport à ça. Je sais pas si vous le savez, mais je suis étudiante, je suis en dernière année, licence en sciences politiques avec une mineure en études des conflits et droits humains. Je pense que déjà en vous expliquant un peu mon background, vous comprenez un peu plus le choix peut-être de ce sujet-là et du fait que je ressens vraiment le besoin d'en parler en fait parce que ça me... Franchement les gars, je suis choquée. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je compatis parce que moi aussi je suis étudiante, je sais ce que c'est le sacrifice de se dire que tu vas dans un autre pays pour pouvoir juste tu vois avoir tes diplômes et espérer avoir un bon métier plus tard. Et le fait de voir que des frères comme moi de mon âge et même plus âgés, que des Africains soient allés dans un autre pays d'Afrique pour étudier, pour travailler, juste pour avoir une vie meilleure et qu'ils se fassent lyncher et traiter de la sorte. Alors que vous allez voir, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, et en fait, il n'y a aucun rapport. Du pur racisme à vraiment à l'état pur, parce que vous allez voir, on va déconstruire vraiment toute cette théorie. Ce que le président Kais Saied a dit le 21 février dans son discours là, parce que franchement... That was some bullshit. Alors, dans un premier temps dans cette vidéo, on va vraiment revenir sur juste le contexte politique. Quel était un peu le contexte de la Tunisie? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le berceau du printemps arabe? C'est important de connaître un peu le background, tu vois, pour pouvoir mieux comprendre et expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, dans un deuxième temps, on va revenir sur la situation actuelle de la Tunisie, c'est-à-dire la crise politique et économique qui frappe depuis plusieurs mois déjà la Tunisie. Et on va terminer avec la partie bouc émissaire, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux agressions qui sont faites aux Noirs, aux migrants d'Afrique subsaharienne en Tunisie actuellement. Cependant, avant de commencer cette vidéo et de vraiment rentrer dans les détails et de vous expliquer un peu ce qui s'est passé en Tunisie, je vous invite tout d'abord à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aussi, j'appelle vraiment à la bienveillance dans les commentaires. Sachez que tout propos discriminatoires ou racistes seront tout simplement supprimés. Et si vous voyez qu'il y a des choses peut-être que j'ai pas bien dit, etc. parce que comme vous, je suis allée me documenter pour mieux comprendre ce qui se passe par rapport à la situation actuelle. S'il vous plaît, faites preuve de bienveillance et corrigez-moi gentiment en commentaire. Donc avant de commencer, je pense quand même que c'est important de rappeler juste où se situe la Tunisie géographiquement. Donc la Tunisie est un pays de l'Afrique du Nord qui se situe notamment au bord de la Méditerranée, partage des frontières communes avec l'Algérie, la Libye. 30% de son territoire est occupé, du moins est couvert par le Sahara. Et le reste, c'est vraiment des régions montagneuses et des plaines fertiles. Dans cette première partie, qu'est-ce que le printemps arabe? C'est pour vous donner une idée parce que c'est très important ici pour comprendre la situation des Noirs en Tunisie, du moins des migrants en Tunisie, etc. Parce que on va vraiment se focaliser sur les migrants et pas sur les Tunisiens noirs. C'est très important de faire cette démarcation parce que j'ai vu par exemple sur TikTok que beaucoup de gens
mélanger un peu les deux, alors que c'est un peu différent là, bien qu'il y ait quand même beaucoup de racisme en Tunisie. Le printemps arabe, en fait, c'est une série, c'est une multitude de manifestations, c'est une vague en fait protestataire, frappé l'Afrique du Nord, enfin le Maghreb, etc., le monde arabe, dans les années 2010. En fait, comment est-ce que cette vague de protestataires, etc., anti-gouvernementaux, whatever, like, a commencé? Ça a commencé en fait en Tunisie avec le renversement du dictateur Ben Ali qui a été au pouvoir de 1987 jusqu'à 2011. Pour vous donner un peu une idée, avant ça, il était d'abord ministre de l'Intérieur, ensuite il est passé à Premier ministre, et le Premier ministre, il est arrivé en 87 au titre de président, et il est resté là jusqu'à 2011. Le président Ben Ali menait en fait en Tunisie une politique répressive. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, comme dans plusieurs pays africains, les gars, c'est tout le temps le même schéma qui se répète. Bien que je sais que certains Tunisiens ne se considèrent pas africains et se considèrent plus arabes qu'africains. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat. Mais comme dans tous les autres pays africains, même schéma, t'as un dictateur qui s'approprie le pouvoir, mais dans le cas de la Tunisie, c'est un peu plus précis dans le sens où en fait ceux qui jouissaient des richesses du pays, du moins des richesses du pays, etc., c'était en fait le président et les familles amies au président. Donc c'était vraiment, si vous voulez, un peu une confiscation du pouvoir qui se faisait entre les élites du pays. Bien qu'il menait une politique répressive, il a quand même un tout petit peu libéralisé l'économie, bien qu'il y avait énormément de corruption du coup organisée en Tunisie. C'est aussi l'omniprésence par exemple de la police, et c'est ça qui a provoqué de grosses émeutes. Alors durant mes recherches, j'ai vraiment eu du mal à trouver le moment qui a fait que on arrive en Tunisie au bouleversement du président Ben Ali, etc., et qu'on arrive à toutes ces contestations. Mais parce que de ce que j'ai compris, il y avait déjà en fait des multitudes en fait de révoltes, de manifestations dans le pays. Mais on va dire que l'événement qui est le plus revenu, et je pense qui a vraiment marqué le début, le renversement de la classe politique et en Tunisie, c'est quand un jeune qui s'appelait Mohamed Bouazizi s'est en fait immolé. Donc c'est brûlé, c'est immolé devant un commissariat le 17 décembre 2010. Donc en fait, c'était qui Mohamed Bouazizi? Mohamed Bouazizi, c'était en fait un jeune vendeur de fruits, a arrêté en fait ses études pour pouvoir nourrir sa famille, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, la Tunisie, vous vous doutez bien, si je vous parle de confiscation du pouvoir, si je vous parle de corruption, etc., la distribution de la richesse était bien évidemment inégalitaire. Ce qui faisait qu'en fait, les gens souffraient tout simplement. Il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère, c'était pas facile. Et Mohamed Bouazizi, comme je pense beaucoup de Tunisiens, c'est un jeune qui a dû arrêter ses études. Il a été interpellé par une policière giflée, publiquement. Et donc, suite à cette humiliation, il s'est rapproché d'un commissariat de police, etc., où il a essayé d'expliquer ce qu'il venait de vivre. Et en fait, on l'a chassé. Clairement, on l'a chassé, et ils ont même pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Genre, ils l'ont juste têche, quoi. Et suite à ça, je pense que la violence de cet acte déjà d'une gifle publique, en plus de la confiscation aussi de son... il avait, vous savez, les trucs dans lesquels... de son chariot, de sa charrette. Plus ça, il n'a pas supporté et il s'est immolé devant le commissariat. Donc, suite à ça, il y a eu il y a eu vraiment une augmentation des révoltes dans le pays. Pour vous expliquer un peu et pour vous dire à quel point là on était vraiment dans un régime dictatorial, parce qu'il faut vraiment que vous vous mettiez ça dans la tête. Pour vous dire, à chaque fois que Ben Ali a été réélu, donc de 1987 jusqu'à 2011, il a toujours été réélu avec pas moins de 87% des suffrages. Et vous savez que quand on a des chiffres gonflés comme ça, ça veut tout dire. Le geste violent de Mohamed Bouazizi, qu'est-ce que ça traduit ici? Ça nous signale en fait de la situation politique et économique qui frappait la Tunisie, notamment la misère des gens en fait, parce que moi je le vois comme un signe de détresse ultime et violent. Et donc en fait tout ça, ça va faire en sorte que cette attaque va s'inscrire dans une multitude en fait de mobilisations qui ont fragmenté le pays et la classe politique tunisienne. Pourquoi est-ce que le printemps arabe, on en parle tant, et pourquoi est-ce qu'il est significatif? Parce qu'en fait on voit que surtout dans le cas de la Tunisie, le rôle des réseaux sociaux a été majeur. C'est-à-dire que le fait que les médias traditionnels, que les activistes, il y a vraiment eu tous ces acteurs un peu hors normes actuellement, leur participation dans la diffusion d'images, donc qui ont relaté les bavures policières, ont vraiment démontré à quel point les étudiants, les professeurs, les instituteurs,
les chômeurs, comment est-ce que en gros il y avait vraiment une fragmentation de la classe sociale en fait en Tunisie, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là n'avaient pas accès au pouvoir. Toutes ces personnes-là n'étaient pas mises en avant en Tunisie. Les seuls métiers, si je me trompe pas, qui étaient un peu plus poussés par le discours gouvernemental, etc. et la politique du Ben Ali, c'était dans le secteur du tourisme et du textile. En dehors un peu de ça, vas-y, genre, même si tu as fait des études, même si tu as un bac plus 12, bac plus 7, whatever, tu gagnes pas ta vie. Tu n'es personne. Tu n'es nobody. Les réseaux sociaux vont vraiment mettre en avant cette dichotomie qu'il y a entre le discours de développement qui propagé par le gouvernement et la réalité en fait du pays. De ça, comme je vous expliquais, le système universitaire du coup est vraiment exclu de la vie politique, publique et économique du pays. Donc les réseaux sociaux vont vraiment highlight tout ça en plus des violences durant cette période-là. Et aussi, vont mettre en avant l'inefficacité de la répression, tout simplement parce que bien qu'on l'État, bien que les gens se soient fait assassiner, tuer, etc., ça n'a pas empêché le combat et la révolution de se passer en Tunisie. Rapide, on assiste à du coup la fuite de Ben Ali le 14 janvier à Malte. Tout d'abord, ensuite il va aller à Paris se réfugier et il va aller en Arabie Saoudite, là où il va mourir je pense en 2020. Qu'est-ce qui se passe en fait? On voit qu'il y a en fait un nouveau personnage, un nouveau protagoniste qui petit à petit, doucement, vraiment sneaky, se fait sa place en fait et se fait connaître en Tunisie. C'est notamment le président actuel de Tunisie qui est Kais Saied. Il va vraiment arriver en Tunisie progressivement. Ça, ce qui va le démarquer par exemple d'autres personnalités du pays, c'est le fait qu'il n'ait pas de parti, qu'il se considère comme un candidat indépendant. Et il va vraiment avoir un discours très populiste. C'est-à-dire que voilà, lui, son but, c'était d'intégrer toutes les catégories marginalisées. C'est que lui, c'est vraiment le gars du peuple. En octobre 2019, Kais Saied est élu avec les gars. Bon, j'ai deux sources. France 24 dit 71%, mais j'ai trouvé sur je sais plus quel site là, 72% en tout cas des suffrages. Donc ici, il faut savoir que c'était une personnalité très appréciée des Tunisiens, malgré le fait qu'il soit très conservateur. Les Tunisiens, on a constaté dans le pays qu'il y a eu même une augmentation du taux de participation aux élections, etc. Il y a eu plus de Tunisiens qui ont voté, justement pour vous montrer à quel point Kais Saied avait été très influent dans le pays et à quel point les Tunisiens le soutenaient, basically. Donc, suite à ça, on voit que du coup, sa campagne a été un franc succès, bien qu'elle ait été une campagne un peu discrète, mais elle s'est vraiment beaucoup faite dans les endroits publics, les marchés, etc. Comme je dis, c'est le gars du peuple. Et il est venu, il parlait d'un projet vraiment de refonte des institutions des représentants. Donc lui, en fait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que dans chaque délégation du territoire, etc., qu'il y ait des élections de représentants, etc., qui en gros vont gérer la zone, etc. Et si vous voulez, son idée un peu révolutionnaire pour l'époque, et dans le cas de la Tunisie, c'était parce qu'il pensait une démocratie authentique. Donc, lui, il était contre les fractures sociales et régionales, etc., qui en fait, étaient les raisons en gros de la crise. Donc, son élection traduit ici quoi? Vraiment une nécessité d'une régénération d'un nouveau modèle économique et politique en Tunisie. Donc, comme je vous l'ai dit, il était aussi très, je pense que c'était même un professeur de droit, quelque chose comme ça. En tout cas, il a fait du droit. Et il était du coup un très grand défenseur de la Constitution. Et il appelait vraiment à une refonte du système politique, à la suppression du Parlement dans sa forme. Il voulait vraiment faire un rééquilibrage un peu des pouvoirs. Maintenant, je vais vous expliquer en fait ce qui se passe actuellement. Comment est-ce qu'on passe de ce président tant aimé, tant apprécié des Tunisiens en général, à la galère qu'il est devenu en fait. C'est-à-dire à vraiment cette personne horrible et raciste. Comme tous nos présidents africains là, les histoires de voilà, changer la constitution, changer le parlement, patati patata. Il avait beaucoup de dingueries comme ça. Donc déjà là, ça annonçait déjà un peu la couleur de ce qu'il a fait là, il y a quelques semaines. Ici en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, les gars, en Tunisie, ce qui se passe en ce moment, c'est que la mauvaise gestion de la crise du Covid, plus les effets de la guerre en Ukraine, ces deux événements surtout importants là, conjugués ensemble, accentuer les disparités économiques qui existaient dans le pays. Je m'explique. C'est qu'en fait, en ce moment, en Tunisie, les gars, la situation économique est dangereuse parce que les gens ont faim. Les gens ont faim. Il y a vraiment eu une grande limite des denrées alimentaires.
aussi des médicaments, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de nourriture, c'est chaud. Donc tout ça en fait, qu'est-ce que ça a résulté en quoi? Ça a résulté en de nombreuses pénuries dans le pays, en plus d'une très grande inflation. France 24 expliquait que cette inflation a par exemple dépassé les 10% en décembre et que par exemple le taux de chômage stagne à 15%, en plus des problèmes avec l'UGTT qui est en gros le principal acteur social du pays, etc. Donc l'UGTT c'est quoi? C'est en gros ils ont vraiment eu un grand rôle dans le printemps arabe et dans le bouleversement de Ben Ali. Ils sont vraiment des acteurs indicateurs un peu de la situation et de la crise politique. Enfin, ils sont très légitimes en gros. L'UGTT en fait est en guerre avec la présidence qu'ils critiquent. Ils ont appelé la population à se révolter contre le gouvernement et contre juste la situation en fait du pays basically. Donc faut savoir un truc, c'est que la Tunisie, comment est-ce que, pour vous expliquer un peu comment est-ce que le territoire est géré et gouverné, on va diviser un peu la Tunisie en deux parties. Tunisie coupée en deux, celle du sud désertique et des plateaux centraux et celle de l'étroite bande côtière qui concentre les principales villes du pays. C'est là que la Tunisie a développé depuis les années 70 un chapelet de stations balnéaires qui favorise ces régions littorales. A l'inverse, dans l'arrière-pays, les principaux indicateurs de développement demeurent systématiquement en deçà des moyennes nationales. À toutes ces famines, à toute cette situation précaire dans laquelle est plongée la population tunisienne depuis ces derniers mois, ces dernières années, le président Kais Saied a fait une demande après au Fonds monétaire international. Le FMI tarde en fait à lui donner ses fonds, à accepter cette demande-là, parce que depuis déjà plusieurs années en fait on observe en Tunisie et depuis aussi l'arrivée de Kais Saied au pouvoir de nombreux reculs en termes de droits humains, en termes de démocratie, etc. Donc il y a Human Rights Watch, il y a Amnesty International, enfin bref, beaucoup de ONG, beaucoup même d'acteurs du pays. Je vous ai parlé de l'UGTT par exemple, qui est un acteur social national. Il y a beaucoup de gens qui ont décrié et qui ont dénoncé la précarité. C'est l'une des raisons pour lesquelles ça tarde. Et du coup, qu'est-ce que Kais Saied a fait? Il s'est rapproché, lorsqu'il était de visite à Riyad, du président chinois Xi Jinping, qui en gros a promis de lui fournir l'aide pour soutenir tous ses projets de développement en Tunisie. D'habitude, quand il y a une crise économique, quand il y a une crise politique, on cherche des coupables. Donc, les premiers, on va dire, coupables qu'on cite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on assiste en fait en Tunisie à une vague d'arrestations arbitraires d'hommes politiques, d'hommes d'affaires, ou juste de personnes accusées de complot contre la sûreté de l'État selon le président tunisien. Ces personnes-là sont prises comme coupables potentiels, présumées coupables, même pas présumées, qui sont pris comme coupables parce que vous allez voir comment ils procèdent ensuite. Ça aide en fait dit que toutes ces personnalités influentes, c'est à cause d'eux si aujourd'hui en Tunisie, il n'y a plus à manger. La crise économique, s'il y a l'inflation, s'il y a le chômage, etc. C'est à cause de toutes ces personnes-là. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on se rend compte aussi que dans ces arrestations-là, déjà du fait qu'elles soient légales, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de motif clair. Parce qu'au début, là, je vous l'ai dit comme ça que c'était ça. Mais les personnes qui sont arrêtées, on ne dit pas pourquoi est-ce qu'elles sont arrêtées. On vient, on les soulève, on les amène et puis that's it. Les autres cibles aussi de ces arrestations, en dehors des hommes politiques, des hommes d'affaires, etc., ce sont aussi les médias ou toutes les personnes qui ont osé critiquer, s'opposer au président tunisien Kais Saied, qui continue de se présenter comme un grand défenseur ardent de la démocratie. Bref, mais qui n'arrive pas à supporter les critiques de son gouvernement. Bref, donc tout ça, on voit que toutes les personnes en fait qui sont targeted par ces arrestations, ce sont les personnes qui s'opposent à lui. Et lui, tout ça, il appelle ça le complot, que ce sont des criminels, que c'est ça le lien entre ces arrestations-là, qu'il y a en fait un réseau d'un monopole un peu de la corruption qui crée en fait les pénuries alimentaires et pharmaceutiques dans le pays. Donc c'est un peu ça la justification. La société civile va du coup, comme je vous l'ai dit, critiquer tout ça et contester tout ce que Kais Saied a raconté. Et eux, ils disent que en fait ici, ils assistent en fait il y a vraiment une manipulation et vraiment il y a aussi beaucoup de vices de procédure dans même les arrestations. Par exemple, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées qui n'ont même pas eu droit de voir leurs avocats. Leurs avocats n'ont pas eu le droit de voir leurs clients. On voit qu'il y a une très 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 forte répression par rapport aux journalistes, notamment d'après les syndicats, etc. Il y a vraiment une diminution
la liberté de penser, la liberté d'expression en Tunisie, sachant que je vous ai expliqué que justement le printemps arabe a été significatif en Tunisie. Pourquoi? Parce que grâce aux réseaux sociaux, etc., libération de la liberté d'expression, des formes d'expression, enfin la liberté juste de pouvoir dire et de critiquer le gouvernement, ça fait partie en fait c'était au cœur du printemps arabe. Donc le fait qu'aujourd'hui maintenant Kais Saïed vienne et réprime ça, c'est pas passé. Donc, tout ce contexte-là maintenant nous amène à notre troisième partie, donc les boucs, chercher le bouc émissaire, les boucs émissaires, les noirs, comme d'habitude. Donc, comme vous avez compris, après les arrestations, après ces histoires de complot, il fallait bien qu'on trouve en fait des coupables, autres que les personnes du pays ou whatever, tu vois. Il fallait qu'on trouve la bête noire. Quel mauvais jeu de mots, mais bon, vous avez capté. Mardi 21 février 2023, il va prononcer un discours raciste et haineux contre les migrants originaires d'Afrique subsaharienne, donc Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, etc. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'en fait, ces personnes-là représentent une menace démographique contre tout le pays, donc contre toute la Tunisie. Donc pour lui, en fait, il va dénoncer l'immigration clandestine. En fait, c'est quoi? Elle traduit en fait un plan criminel qui est organisé durant des décennies. Dans quel but? De changer la composition du pays. Donc en gros, qu'est-ce qu'il dit? Pour Kais Saïed, en fait, s'il y a tout ce qui se passe en Tunisie, tout ça, c'est parce que les migrants veulent en fait prendre la place des Tunisiens, remplacer les Tunisiens. Et donc pour lutter à ça, il faut les réprimer. On assiste à quelque chose qui est très 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 commun en politique, surtout dans les régimes dictatoriaux ou d'extrême droite. En fait, on assiste ici à un discours de grand remplacement. C'est quoi un discours de grand remplacement? C'est une théorie en fait complotiste, généralement d'extrême droite, qui repose en fait sur des impressions, sur plus des impressions, un ressenti, des stéréotypes, vraiment des fabulations, plutôt que sur de vraies données tangibles, démographiques en fait réelles. Ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne, qui est même antagoniste et antinomique. Donc c'est ça que je dis. Je dis donc, est-ce qu'on veut... Un peuple français qui remplace un autre peuple français, c'est ce que vous dites? Non, c'est un peuple étranger qui remplace un peuple français. Remplacer, ça fait peur, ça veut dire que vous disparaissez. Ça peut éveiller des désirs de passer à la violence chez des individus qui naturellement y sont prédisposés. Donc ici en fait on voit que ce discours-là est totalement biaisé en fait par la défiance, xénophobie et un racisme acerbé. Donc ce discours-là c'est quoi? En fait cette théorie qu'est-ce qu'elle vise? Elle dénonce en fait un changement de civilisation qui serait soutenu et organisé par une élite politique, publique ou médiatique dans le pays dans lequel il opère. Donc, on parle ici de conspiration du silence, etc. Mais tout ça, ça œuvre en quoi? Pour un intérêt économique. Donc, c'est que ces personnes-là se mettent ensemble, elles gang up ensemble pour pouvoir juste avoir plus d'argent et puis voilà. Donner un exemple de régime ou de situation dans lequel on a assisté à un discours de grand remplacement, juste pour vous donner un contexte, par exemple dans la Troisième République en France, discours antisémite, c'était un discours de grand remplacement, même le néo-nazisme, etc. par rapport à toutes les discriminations, tout le discours haineux envers les musulmans, etc. C'est un discours de grand remplacement. Ah oui, en France, les gens de l'extrême droite, oui, en France, aujourd'hui, si la France souffre, si la France, il y a beaucoup de pauvreté, s'il y a machin, c'est parce que les musulmans prennent les jobs, c'est parce que les musulmans veulent changer le pays. Ces conneries, en gros, c'est ça le discours de grand remplacement. Bref, et en fait, c'est ce qui se passe ici en Tunisie et c'est l'outil qu'utilise Kais Saïed pour justifier la haine envers les migrants et les noirs en fait. Donc, quelles sont les actions est-ce que Kais Saïed va faire en fait pour légitimer son discours de grand remplacement? Il va appeler la population, les institutions à vraiment prendre des mesures urgentes
contre la horde de migrants, je cite, qui serait à la source des violences et des crimes actuellement en Tunisie. Donc, et si c'est pas fait, il menace de sanctionner les employeurs et les propriétaires. Si maintenant on assiste à deux réactions vraiment différentes, c'est que d'un côté vous avez de nombreuses manifestations antiracistes qui sont menées en Tunisie actuellement. Les Tunisiens dénoncent le fait que les immigrés subissent une vague de violence inédite. Ils expliquent que certains Tunisiens noirs, par exemple, prennent la parole sur certains médias et disent que le racisme avait déjà un peu diminué dans le pays, mais que là maintenant aujourd'hui, avec le discours de Kais Saïed, etc., ils sentent vraiment une remontée du racisme en Tunisie, du coup de la xénophobie aussi dans ce cas-là. Aujourd'hui en Tunisie, actuellement, c'est normal d'être agressé pour sa couleur de peau. C'est aussi qu'il y a beaucoup d'associations antiracistes qui dénoncent le passage à tabac, les attaques à l'arme blanche, les expulsions sommaires dont sont victimes beaucoup de migrants subsahariens. Donc ici, qu'est-ce qui se passe les gars? C'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en Tunisie, de personnes noires, de migrants noirs qui ont quitté leur pays pour certains, même avec des papiers, parce que là, il n'y a plus d'histoire de clandestin, pas clandestin. Le gars à la télé, il dit clandestin, etc. Mais dans les faits, tout le monde est dans le même panier. Même les étudiants qui sont venus étudier, qui ont leur papiers, déjà, on va même pas parler du retard dans les renouvellements des papiers, des titres de séjour, etc., dans les administrations tunisiennes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire que oui, ces gens-là, il faut qu'ils repartent chez eux, patati patata, ils sont là illégalement. C'est comme ici, quoi. Ici, moi, je suis né en France, mais bon, je suis un Tunisien, et je respecte le pays où je suis, quoi. Il y a des règles à respecter, et si tu les respectes pas, c'est normal que tu te fais jeter. C'est logique, c'est normal. Tu en penses quoi, par exemple, de l'immigration? Je pense qu'il y en a trop, même. Ouais. Voilà. Après, si les gens ils sont là pour travailler, vraiment pas pour faire des conneries, je suis d'accord, même en Tunisie, partout. Mais si les gens sont là pour venir tout casser, saccager, ça sert à rien. Que tout le monde reste chez soi, quoi. C'est pas normal qu'ils refusent les autres Africains en Tunisie? Refuser les Africains, c'est pas normal. Okay. Parce que déjà, lui, c'est Afrique du Nord. Je sais pas si vous avez vu, mais le président tunisien, il a dit qu'il y avait trop d'immigration en Tunisie et qu'il y avait trop de gens d'Afrique subsaharienne qui venaient en Tunisie. C'est vrai. Et donc qu'il fallait arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Écoutez, voilà enfin un président qui aime son peuple, qui aime son pays et qui veut le préserver d'un fléau que nous subissons. Mais je sais aussi qu'il y a une réalité qui frappe beaucoup de pays justement du Maghreb concernant ces questions d'immigration là, notamment aussi le Maroc à ce que je sache. Mais bon, là on parle pas du Maroc, on parle de la Tunisie. Donc dans le cas de la Tunisie, je sais que c'est tous ces retards administratifs qui font que beaucoup de gens, même s'ils veulent être en situation régulière, n'arrivent juste pas. Mais même là, comme je l'ai dit, ça c'est un détail. C'est que là dans le cas de la Tunisie, les deux, que tu aies les papiers ou que tu n'aies pas les papiers, vous êtes tous dans le même panier et vous faites tous agresser dans la rue et même chez vous. Beaucoup de personnes, de migrants ont vraiment dénoncé, ça fait tellement mal au cœur, ont vraiment partagé le sentiment de frayeur qu'ils ressentent actuellement. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont témoigné, qui ont expliqué que qui ne vont même plus à l'école, qui s'enferment chez eux parce qu'ils ont peur. Quand ils sortent, on les insulte, dans les salles de classe, on les insulte. Il y a vraiment une xénophobie exacerbée en Tunisie actuellement. Il y a aussi d'autres migrants juste qui sont allés pour le travail, pour avoir une vie meilleure, etc., qui ont du coup perdu leur travail parce que comme je vous ai expliqué, le président a mis des sanctions contre toutes les personnes qui vont employer ou avoir comme locataires des migrants subsahariens. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui ont perdu du coup leur logement, qui sont à la rue, qui ont perdu leur travail. Et on assiste vraiment à un durcissement extrême de la loi. On voit que par exemple dans les ambassades, il y a des centaines et des centaines d'inscrits sur les listes de rapatriement. D'ailleurs, il y a un événement qui a marqué et qui a, je pense pour plusieurs Africains, ça nous a fait plaisir de voir que enfin un pays africain se consterne et se positionne et fait quelque chose en fait. Et le premier à avoir fait ça, c'est la Guinée-Conakry, notamment le président de transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui lui, il a été très clair. Il a même pas cherché à comprendre, à faire la diplomatie ou quoi. Lui, il a fait une déclaration, il a clairement dit que ce n'était ni acceptable, ni normal,
et qui n'accepte pas du tout cette vision parce qu'il estime que nous sommes tous africains et qu'en tant que panafricaniste, il ne peut pas laisser son peuple là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un avion qui a pu déjà rapatrier environ 50 personnes. Ouais, c'est ça. 50 personnes, notamment beaucoup de femmes et d'enfants en bas âge. Ça, du coup, ça s'est passé le 1er mars. Suite à ça aussi, on a vu que plusieurs autres pays africains ont suivi le pas tout simplement. Il y a par exemple la Côte d'Ivoire qui a prévu un vol retour de 500 ressortissants, sachant que sur les listes, si je me trompe pas, il y a environ 800 personnes inscrites, si je dis pas de bêtises. En plus de ça aussi, il y a le Mali. Le Mali, bien évidemment, qui a dit qu'ils allaient envoyer un avion bientôt pour rapatrier les populations qui souhaiteraient rentrer. Donc voilà, on voit que il y a vraiment une consternation de ces 3 pays-là notamment qui critiquent le fait qu'on expulse d'autres Africains de cette manière. On parle ici souvent avec des cailloux, qu'on insulte, qu'on traîne, qu'on agresse, qu'on pourchasse. C'est vraiment comme une chasse aux sorcières, mais une chasse aux migrants, aux noirs dans le pays. C'est incroyable. Franchement, les gars, moi, je vous jure, j'essaie de garder mon calme durant cette vidéo parce que j'ai envie d'avoir les idées claires et de vous retranscrire l'information du mieux que je peux. Mais c'est trop grave. Tous ces États-là sont en train de mettre en place des ponts aériens pour bien évidemment rapatrier toutes les personnes qui souhaitent rentrer dans le pays. Si je devais brièvement terminer cette vidéo avec mon opinion, je pense que bien que j'ai essayé au mieux de vraiment vous retranscrire ce qui se passe et de vulgariser un peu ce qui se passe, parce que je sais que souvent quand on regarde les informations, si on n'a pas tout le jargon politique, etc., ça peut être difficile d'accès, mais il faut que vous soyez informés. Donc je vais mettre dans ma barre de description, s'il y a des pétitions, je vais essayer de voir qu'est-ce que nous, de l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire afin d'aider, afin de participer. Mais en tout cas, je pense que déjà le fait de relayer les informations et de se consterner et de dire non, et d'appeler nos gouvernements à dire quelque chose, c'est très 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 important. Parce que jusqu'à quand est-ce que cette hypocrisie va continuer? Moi, je sais pas vous, mais j'ai vraiment un ras-le-bol. Il y a un sentiment d'hypocrisie qui me dépasse. C'est que, regardez par exemple, même pendant les événements sportifs, la CAN, etc. Certains Maghrébins se revendiquent africains que quand ça leur chante. Et même là, je vous dirais que souvent même, ils disent que nous on est arabes, on n'est pas africains, on n'est pas machin, patati patata. Je ne comprends pas. C'est quoi cette haine qu'ils ont envers les autres Africains? Déjà que moi, je sais pas vous, mais j'ai pas envie de faire un discours ici qui va diviser, whatever. Mais yo, l'Égypte est aujourd'hui un pays arabe. Mais quand tu vas à la source, s'il n'y avait pas eu les différentes guerres, il y a eu toutes les différentes conquêtes du monde, avec l'expansion du monde arabe, etc. On voit que, bien évidemment, ça fait maintenant des siècles que les populations arabes occupent les territoires de l'Afrique du Nord. Mais yo, à la source même, les Égyptiens, c'était pas des Arabes. Les Égyptiens, c'était pas des Blancs. Les Égyptiens étaient noirs. L'Afrique du Nord, c'était des populations noires qui y vivaient. Donc, je trouve ça un peu hypocrite et audacieux de vouloir faire la loi sur un continent qui déjà un peu à la base, et quand tu creuses dans les origines, s'il n'y avait pas eu cette expansion du monde arabe, etc. Et pour vous dire là dans la vidéo, parce que je ne voulais pas faire l'amalgame entre la condition des Noirs tunisiens et la condition des migrants, parce que c'est deux choses un peu distinctes, mais il y a énormément de racisme et de discrimination envers aussi les Tunisiens noirs. Mais ça, c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo, je ne sais pas. Donc tout ça pour dire que je trouve ça un peu hypocrite. Et je trouve ça un peu culotté. Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que le racisme là, arabe, entre les Arabes et les Noirs, là, je ne comprends pas. On subit pratiquement les mêmes, pas les mêmes discriminations, mais voilà. On a beaucoup de discriminations qu'on subit, et des Blancs, et de X, et Y, Z. Et j'arrive pas à comprendre comment même en étant sur le même continent, on n'arrive pas à être soudés, et à s'entraider, et à se respecter mutuellement. Ça me peine de voir que... Ah oui, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais les Noirs, les migrants là, en Tunisie, ils ne représentent que 0,2% de la population tunisienne, enfin des habitants de la Tunisie là. 0,2% de la population tunisienne. Comment ça se fait que vous justifiez toute une crise économique? Pourquoi, encore une fois, est-ce que les Noirs ne sont pas respectés? Pourquoi est-ce que, encore une fois, est-ce que les Noirs sont pointés du doigt? Jusqu'à quand je n'en peux plus de voir qu'on ne nous respecte pas. Je n'en peux plus de voir que ce soit en Amérique, que ce soit en France, que ce soit même dans nos propres pays, que ce soit même sur notre propre continent, qu'on ne nous respecte pas. Jusqu'à quand? Et jusqu'à quand est-ce que l'Union africaine
ne va rien dire, ne va pas vraiment condamner ce genre de choses. Vraiment, it's really a mess. Et je voulais vraiment sur ma chaîne YouTube du moins en parler parce que je trouve que c'est grave ce qui se passe. Et j'espère que vous en avez appris plus par rapport à la situation là-bas. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo si c'est le cas. Et on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous.